Bonjour, nous sommes le 16 novembre, il est un peu plus de 14h15, 30. Je vais vous parler des cafés philo, de la philosophie des cafés philo. Il y a plusieurs il y a plusieurs styles de cafés philo actuellement sur la place de Paris. Les uns sont précédés d'une espèce d'exposé initial. C'est le cas de Maxime Félion, de Raphaël Prudencio, de Sabine Niconi, de Jean-Luc Berlet. Les autres, on part tout de suite dans le vif du sujet, si on peut dire. Les gens commencent à discuter, à donner leur avis, et un petit peu désordonné, sans point de départ véritablement développé. Encore que parfois, celui qui a présenté le sujet fasse l'effort de le présenter. Mais alors, ce qui est assez paradoxal, j'en ai déjà parlé, c'est le fait qu'au moment du vote entre les plusieurs sujets, on ne présente pas les sujets en question et qu'on les présente qu'une fois que le sujet est choisi. Bon, c'est partie des aberrations du système. Ma conception des cafés philo est un peu différente. Je mettrai l'accent sur la créativité et sur la capacité de se démarquer. Comme disait d'ailleurs Maxime Félion dans un récent café philo, il disait il faut toujours essayer de voir si on peut ajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit. Très important cette notion. Pourquoi prendre la parole? C'est pour répéter ce qu'on a déjà dit. Mais ça implique qu'il faut être à l'écoute, véritablement à l'écoute, pour ne pas répéter la même chose. Parce qu'actuellement, c'est très intéressant, il y a des gens pour qui ça pose aucun problème de répéter la même chose. Ils prennent la parole, ils vont dire la même chose que le voisin, ou même tout simplement ils n'écoutent pas ce que dit le voisin et ils vont dire des choses qu'ils ont à dire sans se référer à qui que ce soit. C'est très révélateur, notamment au niveau des comportements féminins d'ailleurs. Ce qui montre bien que les femmes ne cherchent pas réellement à se démarquer, elles cherchent tout simplement à montrer qu'elles sont dans le consensus. Or, être dans le consensus, c'est pas vraiment un gage de créativité et d'innovation. Alors, ils diront, ah ben nous, on n'est pas dans l'innovation. Ah ben oui, mais alors à ce moment-là, il ne faut pas prétendre à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, c'est très compliqué, c'est très contradictoire. Et donc, moi, je propose un peu une démarche socratique et maïeutique. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé qu'il fallait partir de ce que les gens disaient. Écouter ce qu'ils disaient et poser des questions sur ce qu'ils disent, sur leurs arguments, avec une certaine méthode. Donc, je suis plutôt pour un dialogue entre l'animateur et les gens qui sont là, et prendre le temps avec chacun, éventuellement, d'avancer par un échange, pas forcément une seule prise de parole, et puis on passe à l'autre. Je suis beaucoup plutôt pour le dialogue, donc ça c'est pour moi assez important. Et aussi pour l'idée, donc justement, d'aller plus loin, de dépasser certains cloisonnements, d'envisager des rapprochements inédits entre différents domaines. C'est un peu comme ça que je vois les cafés philo de demain, qui existent déjà depuis 20 ans. Une autre idée qui me paraît assez intéressante aussi, c'est du café philo où il n'y a pas les gens qui viennent au café philo, mais il y a des gens qui sont là au café et qui viennent qui participent à cette dynamique du café philo, parce qu'ils sont là, tout simplement. Et que la conversation les intéresse, que le débat les intéresse, qu'ils ont envie d'y participer d'une manière ou d'une autre. Dans ce sens-là, ça peut être aussi une sorte de spectacle. Pourquoi pas? Le dialogue philosophique peut être un spectacle, pourquoi pas? Donc, s'arranger avec un
café en disant voilà, ce soir on fait café philo, et tous les gens qui sont là sont invités, tous les gens qui viennent à ce café sont invités à y participer. Pas forcément les habitués du café philo. Une autre possibilité, ce serait aussi de le faire dans un lieu privé, comme ici par exemple, dans cette bibliothèque, avec un piano, avec les gens s'assoient et puis on discute. On peut profiter peut-être par exemple d'une annonce sur on va sortir sur OBS, n'est-ce pas? Bref. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Dans un café philo, il s'agit aussi de repérer les philosophes, de l'identifier. Qui est philosophe? Qui est doué pour la philosophie? Qui est doué pour rapprocher les choses, pour jouer avec les concepts? Ce sont ceux-là que l'on recrute. Le café philo, c'est un lieu de recrutement pour les philosophes et pour des gens qui ne sont pas forcément connus comme tels, mais qui ont un potentiel apparemment. Donc pour moi, la philosophie du café philo, c'est qu'elle veut dire, ce serait de demander aux gens de préciser leurs pensées, de préciser leurs propos, et éventuellement de s'apercevoir que, comme dirait Socrate, n'est-ce pas, que ce qu'ils veulent vraiment dire, ce n'est pas forcément ce qu'ils disent au premier chef. Et puis alors il y a aussi le problème de l'oralité qui me paraît très intéressant. Je vois que beaucoup de gens sont incapables d'entendre des gens parler. Ils peuvent les écouter, les laisser parler, la question. Mais je crois que beaucoup de personnes sont beaucoup plus à leur aise par rapport à l'écrit. Ils ont une capacité de lecture plus importante qu'une capacité d'écoute. Là aussi, il y a une difficulté. Et le café philo est donc en ce sens-là, un genre hybride, puisque on demande aux gens de parler et de s'écouter, alors qu'ils sont surtout préparés, ils sont plutôt formés pour lire ce qu'ils ont à lire, à dire, ou pour lire ce que les autres ont à dire. Je t'ai déjà dit à plusieurs reprises, en tout cas je l'ai dit récemment, que la capacité de comprendre un propos est beaucoup plus importante quand le propos est écrit que lorsque le propos est dit. Et puis alors il y a une autre question qui me paraît intéressante au niveau des qualifications, c'est la capacité de traduire dans son propre langage ce que l'autre a dit. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un a dit une chose, je dirais à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'il a dit, comment vous le diriez, vous, dans vos propres mots, avec vos propres mots. Ça me paraît intéressant aussi. Ça me paraît aussi un exercice intéressant à développer. Cette capacité d'écoute, de traduction, qui n'est pas traduction, ça veut dire qu'on ne répète pas avec les mêmes mots, avec les mêmes signifiants, qu'on peut éventuellement en proposer d'autres. Qui nous parlent davantage. Je pense que l'idée simplement de répéter ce que l'autre a dit, c'est pas du tout un gage qu'on a compris quoi que ce soit. C'est une répétition mécanique. Voilà quelques réflexions en vrac sur la question.